rembobiner la cassette et puis on va recommencer dès le tout début. Alors déjà, quel genre d'enfance est-ce que tu as eu? Comment est-ce que tu as grandi? Les rapports avec les parents, avec les frères et sœurs, comment ça se passait? L'enfance, la petite enfance, c'était bien, c'était calme. J'étais, je vais pas dire la seule fille, mais nous n'étions que deux filles au milieu d'une marmaille de garçons, dont on était un peu les petites princesses. Mais arrivé à l'adolescence, ça devenait un peu plus compliqué parce que je m'identifiais plus aux garçons alors qu'en fait j'étais une fille. Et du coup, mes frères me repoussaient, moi je comprenais pas pourquoi. Parce que tu voulais faire les choses des garçons. Voilà. Connaître les secrets des garçons. Voilà. Et mes frères, ils me repoussaient. Moi, je ne comprenais pas. Voilà, ce sont mes frères. Ce qu'ils font, je dois faire. C'était vraiment mes modèles et tout. Et donc, ça m'a amené à me renfermer un peu. Parce que je me sentais un peu rejetée. Ok, donc avec ça, tu disais, on arrive à l'adolescence. Raconte. L'adolescence, c'est deux parties. Également, l'adolescence, c'est deux parties. Il y a une partie de l'adolescence, je vais dire, de 13 à disons, 16 ans. J'étais vraiment réservée, toujours dans ma bulle, avec ma radio, parce qu'on n'avait pas droit à la télé, avec ma radio. Voilà, j'imaginais le monde tel que moi je le referais. Et quand j'ai eu le bac à 17 ans. Quand j'ai eu le bac, c'est tout le monde qui s'ouvrait à moi. À l'université. Voilà, c'est le monde de tous les possibles. Donc c'est tout le monde qui s'ouvrait à moi, les petits amis, les charters avec les copines. Cette période. Donc voilà, l'adolescence, à partir de 18 ans, j'ai commencé à sortir, j'ai commencé à fréquenter les garçons. J'ai eu mon premier amour, mon premier crush. Le coup de foudre. J'ai commencé à dormir dehors, ce n'est pas une bonne chose. Oui, non, je suis désolée, c'est pas une bonne chose. Et maman, comment est-ce qu'elle vivait ça? Très mal. Très mal, très mal. Elle avait les standards. Donc déjà, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as rencontré le frère? Comment on dit ça? Le frère. C'est vrai que je n'ai pas eu une seule rupture, mais deux. La première, c'est vite achevé. Donc ça s'est très vite achevé. Donc on va parler de la deuxième alors, parce que je pense que c'est celle-là qui était vraiment déterminante. Mais pourtant, elle était déterminante, mais la première m'a enseigné aussi beaucoup de choses. Ok, nous parlons des deux, nous on est gourmands. De toute façon, on est là pour parler de la rupture. C'est vrai que je me suis demandé, est-ce qu'il faut parler des deux, mais les deux ont eu un impact vraiment sur ma personne, sur ma façon de voir les choses après, même de la relation et autres. Ok, bon, comment tu as rencontré le premier frère par exemple? Le premier, je l'ai rencontré à l'église. À l'église, comme tous les frères à l'église. C'est vrai que c'était un peu genre frère. Tu n'imagines pas que c'est un frère qui peut te regarder, quoi. À cette époque, j'avais encore les complexes d'infériorité. Ou le genre de sœur, là où tu te dis non, moi je ne mérite pas le genre de bro aussi, quand même. Voilà. C'était trop bien pour toi. C'était trop bien pour moi, vraiment. À cette époque-là, il m'a approché. Tu vois, déjà le bro qui ne te drague même pas. Tellement tu sais que tu fais la grâce d'être avec toi, quoi. Voilà. Donc, et j'ai dit oui comme ça. Sans trop y réfléchir. Tu pensais que c'était tellement la grâce que j'ai dit non, Dieu m'a visité. Mieux j'accepte. Et le manque d'enseignement aussi, j'ai compris. Ok, d'accord. Donc tu y vas, tu manques d'expérience, tu manques d'enseignement. Oui, mais c'est une raison qui s'est très vite soldée parce que pour une fois dans une relation, tu es dans une relation, tu veux bien te lancer, mais tu n'as pas de paix. Bizarrement, malgré tous les efforts que j'essayais de fournir, malgré tout ce que le groupe pouvait raconter, mais s'il y a une chose que je sais que je n'ai pas eu dans cette relation-là, c'est la paix. Un manque de paix, mais alors tu es seul, ton cœur bat, tu as l'impression qu'on a de monter un coup contre toi quelque part. Tu n'es pas en paix, quoi. Malgré ce que tu peux même éprouver pour la personne, tu n'es pas en paix. Mais ça s'est très vite soldé et c'était avéré que j'ai ce sentiment-là. Parce que quand j'ai pu quand même me ressaisir et commencer à poser des questions au Seigneur, mais pourquoi? J'avais
le Seigneur parlait tellement clairement, même il me parlait de tellement de choses. Du fait que c'était pas un frère engagé, pas des songes. C'était pas un frère engagé parce qu'on me le montrait dans des positions avec, carrément dans le monde. Parfois on me le montre engagé avec quelqu'un d'autre et c'est qui s'était avéré vrai. Tu vois, j'ai déjà des frères qui jonglent avec des sœurs dans l'église. Voilà. Donc ça s'est très vite décalé parce que j'ai continué à dire que je voulais pas écouter ce qu'il me disait. Lui, il a très vite mis un thème à ça. En utilisant une. Donc c'était quoi une affaire de quelques semaines, quelques mois quand même? Je crois que ça a peut-être fait 2 mois. 2 mois. Ah, mais c'était vraiment expéditif. Hein. Voilà. Le Seigneur réglons rapidement la chose. Ok, merci Lily. Donc cet après-midi, nous allons mettre de côté restauration, du moins pour un petit moment. Nous allons mettre de côté la Lily chantre qu'on connaît de plus en plus et qui est en train, par la grâce de Dieu, d'éclore vraiment comme une fleur. Et cet après-midi, nous allons nous intéresser à la jeune femme que tu es et à ton parcours. Parce que je pense que ce soir, peut-être, ceux qui n'avaient pas eu l'occasion d'écouter ton témoignage auparavant seront surpris de savoir tout ce par quoi tu es passé. Parce qu'on te voit chanter, on te voit danser, on te voit toujours souriante, épanouie, feu follet. Et aujourd'hui, on va entrer dans ton intimité pour parler des choses un peu particulières. Donc, je le disais à l'introduction, ce soir, nous allons parler du concubinage parce que c'est une situation que tu as connue pendant un certain nombre d'années. Et par la grâce de Dieu, tu en es sorti. Ça n'a pas été facile, mais c'est possible. Voilà. Donc, je vais commencer par te demander, à l'époque, tu ne connaissais pas encore le Seigneur, mais est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de comment est-ce que les choses se sont passées? Le moment où tu rencontres ton amoureux, comment est-ce que votre relation évolue jusqu'au moment où vous décidez de vivre ensemble? Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai 22 ans à l'époque quand on se rencontre. J'ai exactement 22 ans. Je venais d'avoir mes 22 ans d'ailleurs. J'ai grandi dans un foyer avec des parents séparés quand j'avais 10 ans. Maman est partie de la maison, mais nous sommes restés avec papa. Nous avons été élevés par notre père. Je deviens adolescente avec papa et maman est de l'autre côté. Il n'intervient pas vraiment dans notre éducation de manière au quotidien. Elle est là pour nous rendre visite de temps en temps, mais elle n'est plus vraiment là. Et donc, 10 ans, bon, on est encore un enfant, et puis 12 ans arrivent, 13, 15 ans. Là, on entre dans l'adolescence. Et être adolescente avec un papa, quand même sévère. Être adolescente avec nos parents, voilà, c'est pas facile. Donc, un papa qui se retrouve, aujourd'hui, je peux le dire avec la compréhension que j'ai, parce que je suis non seulement guérie, restaurée, mais je suis aussi moi-même parent. Donc, à l'époque, je pensais juste que papa était trop dur, mais je comprends aujourd'hui que c'était un homme seul. Et on pense que la rupture ne fait mal qu'à la femme, mais c'est pas vrai. Un homme qui se retrouve sans son épouse, quel que soit ce qui s'est passé, il n'est pas en fait. Il a 3 enfants à gérer. Je me dis qu'il se met en mode automatique, c'est-à-dire on met les sentiments de côté, on doit faire manger les enfants, veiller à l'école. Donc il n'y a pas vraiment le temps pour les émotions et tout ça. Ok, et je suppose que à l'époque, la relation, elle était partie pour durer, ça devait être une relation sérieuse. Si vous habitiez la même maison, si vous en êtes arrivé à faire un enfant, je suppose que c'était, comme on dit habituellement, relation sérieuse, durable, pouvant aboutir au mariage. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre deux? C'était sans compter sur les projets de Dieu. Donc, lui qui est le réalisateur par excellence, donc on n'avait pas compté sur son script. Donc c'était vraiment une relation qui était, on avait tout planifié, d'autres mariages, tout ça sur le long cours. Je suppose qu'il était connu de la famille, apprécié, accepté. Oui, c'est vrai qu'à cette époque-là, pas encore, quand je suis tombée enceinte, il n'était pas encore vraiment connu par la famille, mais après, quand je suis tombée enceinte, il était connu par la famille. Les 2 familles, je connaissais les membres de sa famille, et ainsi de suite. C'est ça. Ok, donc tu es en train de nous parler du réalisateur par excellence qui est venu troubler le scénario. Oui, voilà. Dis-nous en plus. Parce que lorsque je suis tombée enceinte, en fait, je n'étais pas encore née de nouveau. Et lorsque je suis tombée enceinte, j'ai accouché, j'ai fini mes études de médecine tranquillement. Je suis rentrée au Cameroun.
Quand je suis rentrée au Cameroun, c'est là où le déclic a commencé à se faire. Parce que quand je suis rentrée au Cameroun, j'ai rencontré le Seigneur, Jésus, et ça a un peu bouleversé ma façon de voir les choses et tout. J'ai commencé à mettre beaucoup de choses en question. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, lui aussi, il a rencontré le Seigneur de son côté là où il était. Mais même comme ça, je me posais des questions, je me demandais est-ce que c'est le bon choix, est-ce que c'est ce qu'il faut, est-ce que c'est la personne qu'il faut pour moi. Et c'est vrai que j'étais avec l'enfant ici et j'ai pris du temps dans la prière. Et quand j'ai pris du temps dans la prière, j'ai reçu que c'était pas ce qu'il fallait pour moi à ce moment-là. Ah, Jésus, toi aussi. Donc le banquet des célibataires, qu'est-ce que c'est? C'est une rencontre pour des célibataires chrétiens. C'est pas une rencontre d'enseignement. On n'est pas là pour enseigner parce qu'on a beaucoup d'enseignements. Dans le milieu pentecôtiste aujourd'hui, sur la question du mariage, il y a beaucoup d'enseignements. Maintenant, il faut aller dans la pratique. Voilà, donc c'est un banquet pour les célibataires chrétiens pour favoriser les rencontres. Les chrétiens ne sortent pas beaucoup. C'est-à-dire que tu vas au travail, tu vas à l'église, tu rentres chez toi. C'est-à-dire qu'au max, tu vas connaître les frères de ta communauté. Mais est-ce que ton mari viendra toujours de ta communauté? Tu vois un peu. Donc c'est un peu ça. Et l'idée pour nous, c'était de regrouper des célibataires chrétiens dans une salle, autour d'un dîner, et parler de façon pratique. On donne la parole aux garçons. Qu'est-ce qui vous empêche? Comme on a dit tout à l'heure, vous êtes dans une église, 80%, il y a des hommes et des femmes, mais pourquoi ils ne se marient pas? C'est quoi le problème? Donc on essaie de disséquer ensemble c'est quoi le problème et quelles sont les solutions, favorise la prise de contact, donner les contacts et tout. Et donc et après on essaie d'encadrer parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des loups qui viennent s'intégrer dans la bergerie. Ok, et au quotidien, comment étaient rythmées tes journées? Parce que je suppose que tu as été mis en arrêt maladie. Comment ça se passait? Parce que j'ai une toute petite expérience de la dépression, pas tant de temps. Moi, j'ai pas eu besoin par la grâce de Dieu, j'ai pas eu besoin de médecins, de psychologues et tout ça. Mais je me souviens de cette époque où, quand le jour se lève, en fait, t'as pas envie de quitter le lit, quoi. Tu te dis, bon, encore une nouvelle journée. Ah! Et tu traînes et tu te dis, bon, je sors du lit, je sors pas du lit. Tes journées, une fois que tu étais en arrêt maladie, comment s'organiser tes journées? Je suppose que les enfants allaient à l'école. Et donc, toi, qu'est-ce que tu faisais du matin jusqu'au soir? Très bonne question. Je crois que quand j'étais en arrêt maladie, pendant pratiquement arrêt maladie total, je ne sais pas, ça a fait, on va dire, 8 semaines. 8 semaines, oui, 8 semaines. Sans compter les premiers arrêts maladie. Parce qu'à chaque fois que j'allais chez un médecin, il me disait, voilà, vous avez besoin de vous reposer, je vous donne 2 semaines. Allez. Donc, oui, c'est une très bonne question. En fait, je dois dire que pendant cette période-là, j'ai l'impression que j'étais plus active qu'avant. Sauf que là, je faisais des choses que j'aimais. Okay. J'avais vraiment un emploi du temps assez comment dire, élaboré. Le matin, mes temps de méditation, de prière, etc. Ensuite, je faisais beaucoup de sport. J'avais ma journée où je faisais du sport, de l'exercice physique vraiment. Je me saturais de louanges, d'enseignements, etc. Donc, j'étais tout le temps avec mes écouteurs pendant je passais au moins 3 heures par jour dans ma parole. Et puis après, ça s'enchaînait avec les visites médicales. En général, j'avais un jour sur 2 chez le médecin. Et bien sûr, mes activités personnelles, la cuisine, s'occuper de la maison, etc. Sincèrement, je n'ai pas vécu cette période avec du stress. Et j'avoue que dans ma stratégie, j'ai beaucoup réagi. Oh! La suite, on est curieuse. Donc, comment s'est passée l'approche, tout ça? Parce qu'en fait, on a toujours l'impression que quand on dit pasteur, quand on dit femme de pasteur, donc tout se passe spirituel, quoi. Ça veut dire que c'est Dieu qui lui-même qui est descendu et puis qui a dit, pasteur, voici ta femme. On a rarement l'impression qu'il y a aussi de la romance dans un couple pastoral. Donc, comment vous êtes partis de frères et sœurs en Christ dans l'église à mari et femme? Disons qu'on n'était pas déjà amis. Ok. On n'était pas amis, chacun avait évolué dans son environnement, on ne se connaissait pas avant. La première fois que je le rencontre, c'est quand il vient prêcher. La première fois que je le vois, c'est quand il vient prêcher. Et les autres fois, c'est quand il faisait des tours à l'église et tout. Et puis, on s'est beaucoup plus rapprochés quand je l'ai sollicité pour venir justement donner ce petit enseignement aux jeunes dont j'avais la responsabilité de l'encadrement. Bon, après ça,
on s'est plus ou moins rapprochés. J'étais responsable également des nuits de prière dans mon église. Et une fois, il est venu à la nuit de prière. Son sujet de prière, c'était justement que le Seigneur lui accorde la grâce de trouver une femme. Et on avait commencé à prier. Tu fais bien les choses. On avait commencé à prier là-dessus. J'avais donné la responsabilité à un frère qui était déjà marié de prier pour lui là-dessus. Donc c'est un peu comme ça. Moi, je n'étais pas vraiment engagée à être mariée à un pasteur. Donc je n'ai pas vu venir la chose. Les gens autour de moi ont vu la chose. Et j'ai quelques amis qui sont venus me voir et me disent, tu ne vois pas que le pasteur te regarde un genre là. J'ai dit non, je ne vois pas. Je ne vois pas. J'ai une amie qui m'a carrément dit, mais tu sais que tu as le fardeau des pasteurs. J'ai dit, toi et moi on a le fardeau des pasteurs. Parce qu'on avait un groupe d'intercession prié essentiellement pour les hommes de Dieu. Parce qu'on s'était rendu compte que dans notre église, la plupart d'entre eux ne menaient pas une vie qui était à la hauteur de ce que Dieu pouvait attendre. Donc on avait pris sur nous d'intercéder pour eux. Donc quand elle me dit ça, j'ai dit non, on prie tous les deux. On prie tous les deux, on a le fardeau ensemble et tout. Donc à la suite de beaucoup d'interpellations à gauche et à droite et tout, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe exactement autour de moi? L'affaire de près. De près. Et à l'occasion, il m'a invité un jour, je crois que c'était le jour de son anniversaire, c'était le 16 juin, dans son église, l'église là où il était pasteur, je crois qu'il était troisième pasteur dans cette église en dehors d'être nommé. Il m'a invité à l'église, il m'a dit, ouais, tu arrives, il faut t'asseoir en haut. J'ai dit, ok, bon. Je suis arrivée normalement, moi j'avais culte dans mon église à 11h, puis c'était à 9h. Et puis quand je suis arrivée, j'ai vu la culte de l'église, j'ai dit, oh, je vais m'asseoir en bas. Je ne veux pas tout à l'heure que si le culte tarde, au moment où il faut sortir de l'église, que je commence à alerter tout le monde, donc je préfère m'asseoir en bas. Je ne savais pas que pour lui c'était la toison. Je ne savais pas, et bizarrement, de toutes les jeunes filles qu'il avait invitées, j'étais la seule qui était assise en bas. Là, c'était la toison, la contre-toison. Donc, du coup, à la fin du culte, très rapidement, il m'a présenté à sa mère et tout. Et puis, moi, je suis allée dans mon église. À la fin de mon culte, il est également revenu me dire, ah, maman, t'as invité. Alors, aujourd'hui, on est là pour parler de surpoids, pour parler d'obésité. Et tu vas nous partager un peu ton expérience, tes combats, tes victoires. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi jusqu'à présent? Alors la première question que je vais te poser, à quoi est-ce que tu ressemblais quand tu étais bébé? Quand j'étais bébé, quand tu étais petite fille? Déjà quand j'étais bébé, j'avais de grosses joues, c'était comme si j'avais des bonbons, mais j'étais pas vraiment consciente de mon apparence bébé. Mais en grandissant, quand j'étais à l'école primaire, je me rappelle qu'on m'appelait Patapouf. Donc ça m'a fait comprendre que j'étais quand même assez différente des autres. En classe de 3e, je crois que j'avais 15 ans, oui c'est ça, j'étais à 73 kilos. J'étais à 73 kilos. Pour quelle taille? Je sais pas, mais en tout cas, j'étais pas encore à 1m60. Donc, est-ce qu'en classe de 3e, déjà, on pouvait dire que tu étais ronde? Si, par rapport à, je ne vais pas dire la normale, mais par rapport à tes autres camarades? Si, j'étais ronde et je me rappelle qu'on m'avait amené voir un nutritionniste. Oui, parce qu'il disait que j'étais en surpoids, mais bon, c'était aussi, j'étais en pleine croissance, donc c'était pas si grave que ça. Ok. Donc en fait, on va dire que tu as toujours été en surpoids. Voilà. Il y a eu un moment où quand même tu as perdu du poids. Oui, il y a eu un moment où j'ai perdu du poids. Quand j'ai passé le bac, je suis allée à l'université. Les études, c'était vraiment... c'était chaud. Et je vivais en plein campus en fait. Donc du coup, les conditions de vie, j'étais vraiment un mannequin. J'avais vraiment la proportion d'un mannequin. J'avais perdu du poids. J'étais toute mince en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé pour la reprise? Comment le poids est revenu? La reprise, après les études, le chômage est arrivé. Donc du coup, j'ai passé beaucoup de temps à la maison. À la maison, à ne rien faire. Du coup, je ne me rendais pas compte que j'étais en train de prendre du poids. Je crois que j'ai pris du poids en 5 ans. En 5 ans, j'ai pris du poids et je ne m'en rendais pas compte. L'image que j'avais de moi dans le miroir, ce n'était pas l'image que j'avais de moi dans ma tête. Du coup, j'étais toujours choquée quand je voyais mon reflet dans le miroir. J'étais scandalisée.
Et puis à la maison, je ne portais que des cabas, des robes très longues, où je ne m'en rendais pas compte. C'est quand il fallait sortir, il fallait que je porte un vêtement, je me rendais compte qu'en fait ça me suffisait. Ça ne va plus. Ça va. Alors ce matin, nous parlons de l'estime de soi. Et est-ce que tu peux nous donner ta compréhension, ta définition de l'estime de soi? Ok, l'estime de soi pour moi c'est la façon dont on se perçoit, comment on se considère, comment on se voit, comment est-ce que je me vois, comment est-ce que je me considère, quelle est la perception que j'ai de moi. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que du coup, c'est des sujets dont on ne parle pas souvent. Pourquoi est-ce que c'est important de savoir ça? Je dirais que c'est important de le savoir parce que si je ne sais pas qui je suis, je ne pourrais pas facilement aimer les autres, je ne pourrais pas apprécier les autres à leur juste valeur. Et lorsqu'on lit la Bible, c'est bien écrit, aime ton prochain comme toi-même. Donc comment est-ce que je vais aimer mon prochain si moi-même déjà je n'arrive pas à m'aimer? Donc c'est important de s'aimer, c'est important de se valoriser. Cela va permettre qu'on aura un regard différent des autres. Ok. Donc, puisqu'on est entré dans le vif du sujet, tu vas nous partager un peu ton expérience. Alors, par rapport... J'aime bien quand tu fais... Alors, par rapport à ton expérience personnelle, comment tu as vécu? Parce que je sais qu'entre-temps, ça a changé. Mais comment est-ce que tu as vécu l'image que tu avais de toi-même, l'estime de soi avant pour toi, c'était quoi? En tout cas, c'était compliqué. Compliqué, pourquoi? Parce que c'était la base. Disons que pendant mes études primaires, j'ai fait face à certaines situations qui m'ont brisé de l'intérieur. Je peux raconter. On est là pour ça, oh là là. Malheureusement, il n'y a pas de popcorn, mais sans toi, on est à la maison. Attends, je m'arrange même pour bien écouter. D'accord. Donc, lorsque je faisais à l'école primaire, voilà, mes études se passaient très bien jusqu'au cours élémentaire, tout allait très bien. Mais coup moyen de déclic. Les notes ont commencé à chavirer, les parents ne savaient pas ce qui se passait. Et on m'a tellement posé des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu as des notes aussi? Moi, je n'avais pas d'explication à cela. Et bon, malgré tout, quand même, j'allais à l'école. Je me rappelle que lorsqu'on préparait le concours d'entrée en 6e, on envoyait mes dossiers dans un établissement public. Et un jour en passant, j'ai entendu mes parents dire, vu ces notes-là, est-ce qu'elle va même s'en sortir? Est-ce qu'elle pourra réussir à ce concours? Cela m'a fait bizarre. Ils n'ont jamais su en fait que j'avais entendu cette conversation. Et ça, c'est au coup moyen de. En 6e, une histoire pareille s'est répétée pendant le cours de SF. Notre professeur avait dit, j'étais la seule en classe en fait qui avait la cicatrice à la lèvre. J'étais vraiment la seule. Jusque-là, ça ne me posait aucun problème jusqu'à ce jour où le professeur dit les personnes qui naissent avec cette cicatrice en fait sont des personnes dont les mamans pendant la grossesse ne se nourrissaient pas bien, malnutrition et tout ça. J'ai dit oh, cela m'a vraiment brisé de l'intérieur. Et c'est de là qu'est partie la mauvaise estime. J'ai commencé à me voir bizarrement, à part. Je me trouvais laide. C'est vraiment ça, je me trouvais très moche, très laide. Et je me suis arrangée à passer inaperçue durant toute cette période. C'était compliqué.